Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro Mercato, quatrième recrue officialisé cette semaine. Il s'agit de Axel Witsel, voilà, qu'il y a signé pour un contrat de 1 an plus une année en option. Axel Witsel, forcément, ça parle aux nombreux suiveurs de foot que vous êtes à suivre cette émission et ce numéro, un joueur formé au Standard, international belge, plus d'une centaine de sélections avec les Diables Rouges, passé par le Benfica, Zénith, Dortmund, Atlético, Girone également, dont nous allons évoquer également cette dernière saison. Euh, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir deux personnes avec moi ce soir. La première, donc, que vous voyez sur votre droite, il s'agit de Grégory du compte supporter Girona FC France. Je te salue, Grégory, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci. Également, j'ai le plaisir d'accueillir Julien, qui est journaliste sportif Sudinfo, qui est belge et qui est auteur de deux ouvrages, Expat Football Club et KO au RWDM, le club de Molenbeek, si je ne m'abuse, Julien. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, très bien, merci. Merci à tous les deux d'être là, messieurs. Donc, vous l'avez compris, on va avoir l'écho de la dernière saison en Espagne de Witsel et également, on va dire, le parcours plus global et le rapport aussi à la sélection du joueur. Tout d'abord, messieurs, euh, peut-être rapidement une présentation respective de vos comptes. Je vous ai pas vraiment posé la question. Julien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sur quoi tu interviens et puis surtout l'objet éventuel de tes deux ouvrages. Donc, je suis journaliste sportif en Belgique, spécialisé football forcément. Je m'occupe principalement pour le moment du suivi du club de Molenbeek, d'où mon ouvrage KO au RWDM qui évoquait la saison 2023-2024 du club en Division 1, qui avait été, comme son nom l'indique, chaotique. Donc, j'avais raconté ça dans le livre. Alors, Expat Football Club, là, c'est un livre où j'ai interviewé 11 joueurs de foot belges qui jouent dans des championnats étrangers, mais un peu de seconde zone. Donc, c'est la République tchèque, Andorre, les îles Féroé, Thaïlande, etc. L'idée, c'était de voir un peu comment se passait une carrière de footballeur, comment est-ce qu'on arrive là-bas et comment c'est sur place pour ces joueurs-là. Donc, voilà. On salue forcément Mario s'il passe par là, également auteur d'un ouvrage sur les joueurs belges ayant joué à l'OGC Nice, hein, Axel Witsel, qui eh bien, fait partie désormais de cette liste avec Christian Bruls, Julien Vercotteren, Roberto Bisconti et autres joueurs, Philippe Léonard également. Grégory, parle-nous de ton compte et surtout ton rapport, on va dire, à Gérone. C'est quand même quelque chose d'assez original. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots quel est ton lien, on va dire, avec ce club? Oui, bien sûr. Euh, original, oui, mais de là où je vis, ça fait un peu moins original parce que moi, je suis sur Perpignan, donc tout au sud de la France. On n'a pas forcément la chance d'avoir du football professionnel à proximité. Alors oui, on a Toulouse, on a Montpellier, mais nous, on est catalans à Perpignan, donc on regarde plutôt vers le sud. Et comme moi, je veux pas faire comme tout le monde et aller vers le Barça. Je me suis tourné assez rapidement parce que ça fait bien bon plus de 10 ans que je suis le club. Le compte Twitter a été créé en 2014 d'ailleurs, mais ça commence à dater. Et j'ai commencé en fait à découvrir ce club en D2. Ils n'étaient jamais montés. Donc avant qu'on parle de Galaxy City, qu'on parle de Liga, de Ligue des Champions. Donc en fait, moi, j'ai commencé à aller au stade. Ils étaient en D2, ils n'étaient jamais montés. C'était déjà un exploit pour eux d'être en D2. Et puis, j'ai vécu beaucoup de choses avec eux, du coup, au final. La première montée, la redescente, la nouvelle montée, la Ligue des Champions. Des choses que j'avais, enfin, voilà, en 2014, jamais j'aurais imaginé ce parcours-là. Du coup, j'ai gardé mon compte, j'ai eu de plus en plus de gens qui m'ont suivi, qui m'ont posé des questions sur le club, etc. On a créé un groupe de supporters, nous, sur Perpignan, où on est officialisé par le club. On est, alors, l'année de la Ligue des Champions, on était près de 150 adhérents, quand même. Et on est le premier groupe de supporters hors Espagne du club.
Bon, ben, en tout cas, félicitations pour tout ça et on espère une remontée la plus rapide possible parce que on va peut-être commencer par ça, Grégory. Witsel eh bien, sort d'une saison quand même en Espagne difficile, marquée par cette relégation en deuxième division espagnole. Il a quand même joué 32 matchs, donc il a été quand même un homme important. Un but, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un beau but hein, contre le Barça. Comment tu analyses un peu sa saison? Quel rôle il a pu jouer? Dans quel dispositif évoluait le collectif? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus concrètement? Alors, initialement, quand le club le fait venir, la saison d'avant déjà, on n'avait pas de numéro 6 titulaire, on va dire. Il arrive réellement pour combler ce manque qu'on avait en début de saison. Alors au début, je ne vais pas mentir, j'ai eu un petit peu peur parce qu'entre son âge et le fait que à l'Atlético, il ne jouait plus du tout en numéro 6, il était plutôt en défense centrale. Et d'entrée, on nous annonçait que non, non, c'est lui qui allait tenir le milieu de terrain. Ok, pas de problème. Ben, voilà, j'avais des craintes. Il faut dire que le début de saison ne l'a pas trop aidé parce que d'entrée, quand il a commencé, premier match titulaire chez nous, il prend un carton rouge à la 35e, je crois, contre Levante. On prend 4-0 à la maison. Donc, baptême du feu assez compliqué. Mais il m'a agréablement surpris. Après, c'est un très grand professionnel, on le sait. On se doutait qu'il allait monter en puissance. Il l'a fait, surtout que sur toute la première partie de saison, il jouait vraiment devant la défense, assez seul. Et puis après, au mercato, on a recruté un joueur, Fran Beltran, qui l'a accompagné. Donc, ils ont joué plutôt en double pivot. Et au final, ouais, il a été titulaire quasiment sur toute la saison. Bon, à part, il a eu des suspensions, il a eu une petite blessure musculaire bénigne. Mais il n'a pas manqué tant de matchs que ça. Et ça a été un des tauliers. Et au final, sur la globalité de la saison, ça a été un des rares qui n'aura pas déçu. Ouais, c'est ça. Et puis, il l'avait dit, cet objectif, c'était aussi d'engranger du temps de jeu pour prétendre à une sélection à la Coupe du Monde, Julien. Chose qui a été le cas avec désormais l'ancien sélectionneur des Diables Rouges, Rudy Garcia. Il a été pris donc dans la liste de la Belgique. Comment ça a été perçu, ça, cette sélection? Est-ce que c'était mérité? On sait que ça fait quand même quelques années qu'il y a peut-être une ambivalence entre justement les anciens de l'épopée 2016-2018, la vieille génération qui peut-être retarde un peu l'éclosion de la nouvelle. Comment est-ce que tu le perçois ça, Julien? Ce qu'il faut dire aussi rappeler avec Witzel, c'est qu'après la Coupe du Monde 2022, il se met lui-même en retrait. Donc il n'est plus appelé pendant un moment. Et je pense que c'est justement son arrivée à Gérone, où il rejoue comme milieu défensif central, qui le relance pour les Diables Rouges. Parce que quand il était comme défenseur central à l'Atlético, c'était pas exceptionnel. Donc on citait son nom, parce qu'en Belgique, on avait un problème de défenseurs centraux à ce moment-là. Mais on citait son nom sans être vraiment convaincu. Là, quand il a recommencé à jouer comme milieu à Gérone, tout de suite, quand on évoquait son retour avec l'expérience, ça paraissait moins farfelu. Euh, mais pour autant, je veux dire, on avait quand même des joueurs comme Onana, Tielemans, des jeunes comme Raska qui poussaient, qu'on voulait voir aussi. Euh, on se disait que ce serait des gars comme ça, même Nathan Decat à Anderlecht la saison passée, qui auraient plus leur place. Et puis finalement, Witzel est quand même pris, notamment pour sa polyvalence aussi. Il pouvait jouer en défense centrale si jamais il fallait. Il a joué dans sa carrière un cran plus haut. Donc voilà, ça pouvait éventuellement, dans le pire des cas, jouer aussi. Euh, mais je pense que quand il a été sélectionné pour la Coupe du Monde, ça a plus trop fait débat. Les gens se sont dit, bah oui, Witzel, pourquoi pas, effectivement, c'est pas un mauvais choix. Et alors, du coup, est-ce que tu rejoins Grégory sur le fait que voilà, ça a été mérité et que finalement, euh, c'est c'est aussi sa performance qui lui a permis d'atteindre cette sélection et pas uniquement, on va dire, le nom et tout ce que ça peut inclure, on va dire, dans son parcours, parce qu'il est quand même gigantesque, son parcours de professionnel. Ah oui, s'il n'avait pas fait une bonne saison, il n'aurait pas été repris, tout simplement. Ça, c'est sûr et certain. Là, il a fait une bonne saison dans une équipe qui allait mal. Je pense que ça a joué pour lui de se dire, Rudy Garcia s'est dit, ce gars-là peut être utile au groupe.
Alors justement, son parcours, il est assez exceptionnel. Il démarre jeune du côté du Standard. D'ailleurs, il y a beaucoup, je voyais beaucoup de commentaires sur les personnes qui disaient ah progressivement il se rapproche du Standard pour aller boucler la boucle. Mais bon, on verra. Hein, peut-être que ce sera son dernier challenge à Nice ou pas d'ailleurs. Ensuite, il part une saison au Benfica sous Jorge Jesus, je crois de mémoire. Et puis il fait partie, on va dire, de cette première exode de joueurs très fort, on va dire, dans le top 5, top 6 européen qui commence à partir en Russie, comme Hulk, comme d'autres joueurs. Je crois qu'il arrive à peu près au même moment. C'était bien sûr du côté du Zénith. Puis Dortmund paye sa clause 2-3 années plus tard. Il atterrit ensuite à l'Atlético pour jouer quelques saisons. Et dernière saison, voilà, on l'a dit du côté de Gérone. C'est quand même, Julien, un parcours voilà, un joueur qui a joué, je l'ai noté, 766 matchs en pro, 95 buts, 52 passes décisives, 140 sélections avec les Diables Rouges. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il se situe dans le top des joueurs belges de l'histoire. J'ai pas la prétention de connaître, mais c'est un joueur quand même euh, qui, lorsqu'il prendra sa retraite, aura marqué quand même une partie de l'histoire moderne, on va dire, de la sélection belge. Ah oui, clairement, clairement. C'est un des plus capés de l'histoire. Dans son parcours, il faut aussi rappeler qu'il a été en Chine. Euh, oui, bah, il a une carrière qui est folle et un peu bizarre et qui a soulevé certaines questions. Quand il part de Benfica pour aller en Russie, on comprend que c'est pour l'argent parce qu'il y a un salaire mirobolant à Saint-Pétersbourg. À l'époque, effectivement, il ne le dit pas, mais il reste quand même 5 ans en Russie. Il se fait un petit palmarès là-bas. Et puis il part en Chine où là, il assume que c'est pour mettre sa famille à l'abri, ce qui paraissait un peu ridicule quand on savait ce qu'il gagnait déjà au Zénith. Et puis oui, puis, pareil, et puis de là, il arrive à rebondir quand même à Dortmund, l'Atlético. Euh, donc c'est un joueur qui, même s'il a fait des choix de carrière un peu bizarres par moment, a toujours su rester au top. Parce que même quand il était au Zénith, et puis même en Chine, euh, il restait appelé avec les Diables Rouges et son niveau ne semblait pas différent. Je crois que c'est un gros travailleur qui a été un grand exemple pour pas mal de jeunes. Je sais que quand il y avait des pauses en Chine, il revenait souvent à Liège pour s'entraîner au standard, pour garder le rythme. Et il l'a dit d'ailleurs dans son interview que j'ai vue qu'il a fait aujourd'hui à ses présentations à Nice. Un de ses objectifs, c'était d'encadrer les jeunes. Et je pense que c'est ça aussi au niveau de la Belgique, ces 140 sélections. C'est un gars qui est là depuis le début de la génération dorée. Et donc, il fait le pont entre l'ancienne génération et la nouvelle actuellement. Il a été un peu précurseur, j'ai envie de dire, par rapport à ça, parce que quand on voit ben, beaucoup de jeunes joueurs qui partent désormais en Arabie Saoudite et puis qui reviennent quelques années plus tard, c'est quelque chose qui avait fait débat il y a 15 ans parce que ça commençait à être voilà, plus en vogue, mais quelque part, tu l'as dit, ça l'a pas empêché d'avoir une très belle carrière, de gagner des trophées et surtout si j'ai bien compris, ça reste quand même un professionnel. C'est-à-dire qu'il a une éthique de travail assez importante, malgré un âge assez avancé. Grégory l'a dit, il fait quand même sa saison. J'avais une question à te poser par rapport au type de milieu de terrain que c'est. Fran Beltran, du coup, on parle du joueur qui joue au Celta Vigo. Ah, Voilà, donc qui est arrivé. un profil assez technique, plus petit, un peu plus peut-être offensif dans l'approche. Euh, que- donc il semblait plus à l'aise accompagné de quelqu'un à côté de lui, mais comment tu jugeais, on va dire, cette perte de milieu de terrain et quel rôle avait véritablement Witzel? Après, Witzel, on le voyait souvent entre les deux défenseurs centraux, souvent à la relance. Défensivement, après, moi, je le voyais plus comme le numéro 6 qui allait récupérer les ballons et qui allait aider la défense centrale pour récupérer. Et après, en phase de relance, il était souvent le premier relanceur. Après, souvent, c'était Daley Blind. Et comme Daley Blind a été souvent blessé, ben, c'est lui qui prenait un petit peu ce rôle-là et qui distribuait, en fait. Euh, Quand il jouait tout seul, il avait essentiellement ce rôle. Quand il y a eu Fran Beltran, ils se sont un petit peu partagés ce rôle. D'ailleurs, même sur la fin de saison, on a senti qu'il fatiguait un petit peu parce que sur les 4 derniers matchs,
il sort à la 57e, 58e. Ça a été, chaque fois, Witzel, ça a été le premier à sortir. Et du coup, Fran Beltran prenait le relais. On voyait que, du coup, Mitchell, à l'époque, préférait laisser un petit peu le jus de Beltran, surtout quand défensivement et offensivement, il fallait courir derrière le score, parce qu'on a beaucoup couru derrière le score, malheureusement, sur ces derniers matchs. Et voilà, donc il sortait plus sur la deuxième partie de saison, quand il jouait avec Fran Beltran, plutôt qu'en début de saison où il jouait vraiment tout seul devant la défense, et il y avait avec 2 milieux devant lui, quoi. Julien, toi qui le suis depuis maintenant plusieurs années, comment est-ce que tu juges un peu l'évolution de son jeu? Voilà, il marque quasiment 100 buts, toutes compétitions confondues depuis le début de sa carrière. C'est quand même énorme, hein. On va pas dire que c'est Frank Lampard pour autant, mais dans l'idée, il avait plutôt un profil un peu plus offensif pour, à l'Atlético, être recruté comme étant défenseur central. Comment est-ce que tu juges, on va dire, l'évolution de son jeu année après année? Oui, il a commencé, je sais que ses premiers matchs au Standard et même en équipe nationale, il jouait même sur le flanc. Il était aligné sur le côté parce que dans le milieu de terrain, c'était un peu bouché et que c'était un jeune talentueux et qu'il fallait quand même le faire jouer. Et puis après, il est passé plutôt au milieu offensif central, milieu central avec un peu, je dirais pas box-to-box, mais avec un jeu quand même plus offensif. Et c'est pour ça qu'il a marqué pas mal de goals au début de sa carrière. Il a une très belle frappe. C'est un joueur qui est capable de marquer des goals en tirant de loin. Et puis après, il a surtout joué sur sa technique. C'est pas un joueur qui est le plus rapide du monde, mais il a un placement qui est toujours excellent. Il sait se placer entre les lignes, il sent très bien le jeu. Et une qualité aussi qui est excellente chez lui, c'était la conservation de balles. En Belgique, on a eu un Moussa Dembélé qui était exceptionnel à ce niveau-là. Je dirais pas que Witzel est au même niveau, il a peut-être un peu en dessous, mais pour prendre le ballon à Witzel, c'est très compliqué. C'est un joueur qui sent bien le jeu aussi. Il a une bonne lecture des mouvements de ses coéquipiers. Et donc, il sait faire parler de sa qualité de passe pour trouver les ouvertures, à relancer correctement. Donc voilà, après, il faut voir. C'est toujours un peu le problème quand on est milieu de terrain, c'est s'il joue seul ou non. Seul, le problème, c'est un peu sa vitesse, quoi. Donc, s'il doit couvrir une grande zone, ça peut parfois être un peu compliqué. Mais s'il joue à deux avec quelqu'un à côté de lui, qui peut tourner beaucoup plus autour de lui et le soulager, ça peut vraiment être un profil qui est hyper intéressant. Parce que comme il est hyper professionnel, c'est 37 ans, on ne les ressent pas non plus de manière outrageuse, quoi. Oui, forcément, il ne va pas tenir aussi facilement 90 minutes toutes les semaines qu'un autre joueur, mais il ne va pas être cramé après une demi-heure alors qu'il joue à un poste qui est quand même physique, quoi. Et je rajouterais aussi que c'est un joueur qui a du physique. Il sait aller au duel, il sait récupérer des ballons en mettant le pied, euh, gagner des ballons aériens. Donc comme milieu de terrain, il est assez complet. 1,86 m effectivement, donc aussi une assez grande taille. Tu l'as dit, bon, c'est ce qu'il dit dans les médias de l'OGC Nice, hein, il lui faut encore une dizaine de jours, je crois, pour être fin prêt pour attaquer on va dire le championnat. Julien parlait de ses qualités, de son profil. Grégory, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça? Et particulièrement, donc, le dispositif dans lequel il va évoluer, ça va être un 3-4-3 où il va être en double pivot sur, on va dire, la même ligne avec un autre joueur. Donc, il va pas être point de base dans un milieu à 3 ou double pivot avec un numéro 10. Il va être vraiment sur une ligne de 4 la plupart du temps avec les deux pistons. Euh, le, L'approche tactique, ça va être un bloc compact et un jeu de projection et de transition rapide. Est-ce que, au vu de la connaissance que vous avez du joueur, c'est quelque chose qui peut qui peut matcher avec ses qualités, sachant qu'il va y avoir une dimension pressing contre pressing, bon là qui est très moderne, on va dire, pas tant par rapport à l'approche de l'OGC Nice, mais plus par rapport au foot d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça peut coller avec ses qualités, messieurs? Alors, moi déjà, je valide tout ce qu'il a dit au niveau de ses qualités, Julien. On l'a vu des fois, moi je l'ai vu, surtout quand on est au stade, je l'ai vu de temps en temps dépasser effectivement à la course.
Mais du coup, il a compensé énormément justement par son sens du placement, son expérience, etc. Et je confirme, c'est très difficile de lui prendre le ballon. Il a beaucoup joué. Donc, je pense que ça, c'est ses atouts aujourd'hui. Là, tu me dis sur un double pivot, donc ça veut dire qu'il ne sera pas seul. Tu as une défense à 3, donc du coup, tu m'as dit derrière. Défense à 3, 2 pistons, 2 milieux de terrain à plat et 2 offensifs un peu plus intérieurs et un numéro 9. Je pense que ça peut bien lui aller parce que justement, il aura quelqu'un à côté. Le travail défensif, déjà, quand tu as 3 centraux, bon, tu vas faire ton travail au milieu du terrain, mais bon, c'est pas comme nous, on jouait avec 2 centraux, dont Daley Blind, qui aussi à la course c'était très compliqué, c'était encore plus compliqué que Witzel. Donc souvent, il devait venir compenser un petit peu quand Daley était dépassé. Là, dans le cas de figure de Nice, je pense que du coup, il sera plus dans une optique où il va aller récupérer le ballon, distribuer, jouer peut-être sur ses ailiers, etc. Je pense que ça peut bien lui aller, moi. C'est un système en tout cas qu'il connaît avec les Diables Rouges. Eh oui. Sous l'ère Roberto Martinez, ils ont joué comme ça pendant des années. Mais la différence, c'est peut-être que la Belgique avait un jeu de possession, jouait à cran très haut, on mettait un pressing à l'entrée du rectangle. Et la Witzel avait tendance à avoir un jeu de distribution. Il calmait le jeu, il savait faire tourner le ballon quand il fallait, il savait trouver la bonne passe. Ce qu'on lui a reproché parfois, on disait Witzel ralentit le jeu. Je pense qu'après quelques années, on se rend compte que c'est pas qu'il ralentissait le jeu, il adaptait le tempo du jeu au moment où il fallait, quoi. Quand il fallait accélérer, il savait le faire. Mais c'est vrai qu'il avait tendance à calmer, à se dire, OK, on a le ballon, on va pas se précipiter, on va dans la possession. Petit à Nice, si c'est un jeu plus compact et plus défensif, il faudra voir un peu comment il peut gérer le pressing avec l'homme à côté de lui. Parce que si ça joue vite, ça peut parfois être compliqué forcément, comme c'est pas le joueur le plus rapide. On avait vu contre l'Espagne à la Coupe du Monde, où il s'est positionné comme ça. Il a pu récupérer quelques ballons en étant bien positionné. Mais voilà, il a joué pas très longtemps, donc c'était une demi-heure, donc c'était compliqué aussi de voir sur du plus long terme. Mais je pense qu'à Nice, s'il y a un homme à côté de lui qui est plus mobile, ça peut être hyper intéressant. Le dernier numéro Mercato, c'était Nathan Ngoumou, hein, la troisième recrue de l'OGC Nice. C'était un ailier très rapide. Et la personne qui nous l'avait présenté avait parlé du jeu de passe à l'époque de Vanden Bomen, le joueur du TFC. Est-ce que vous considérez que Witzel a ce jeu de passe long qui peut permettre d'arriver à créer et à déstabiliser dans le dos de la défense avec des courses un peu plus en profondeur, dans la verticalité? Est-ce que ça fait partie de son registre de tenter ce genre de passe? Par la pression, moi je vois plutôt Witzel comme un joueur qui va récupérer le ballon, qui va être capable de faire des bonnes passes tranchantes assez courtes ou moyennes dans des situations un peu de pressing. Donc sous pression, il est capable de trouver la bonne passe pour aérer le jeu, mais pas forcément pour faire des longues transversales sur les côtés ou quoi. Alors après, je pense qu'il saurait le faire, hein, il a les qualités techniques pour, mais dans son jeu, c'est pas sa manière de jouer première. Et alors, vous avez parlé essentiellement de ses atouts. Bon, si vous deviez nommer un ou plusieurs défauts que vous avez pu noter dans son profil, euh, ce serait quoi exactement? Je dirais sa vitesse. C'est C'est-à-dire pas. principalement ça. C'est pour ça, je pense aussi que quand il était replacé en défense centrale et qu'on en parlait vaguement pour les Diables Rouges, on se posait beaucoup de questions parce qu'on se dit on avait déjà des défenseurs centraux qui étaient lents. Si c'est pour prendre un mec de 35, 36 ans qui est lent, on voyait pas trop l'intérêt. Dans le milieu de terrain, c'est moins problématique, mais voilà, si ça joue rapidement autour, ça peut être plus compliqué si l'homme à côté de lui ne couvre pas le terrain pour compenser. Grégory, tu rejoins Julien là-dessus? Ouais, essentiellement sur ce point, parce qu'après, franchement, comme je te dis, c'est un des seuls qui n'a pas déçu de la saison et sur ses autres atouts, enfin, je vois plutôt avec beaucoup d'atouts et peu de défauts. Ok. Julien, comment est perçu Witzel de manière générale en Belgique vis-à-vis des autres joueurs de sa génération? Tu vois, par exemple, un De Bruyne ou un, bon, forcément Eden Hazard. On n'est pas en train de comparer par rapport au talent pur, mais
Comment il est perçu vis-à-vis même d'un Thibaut Courtois, par exemple. Euh, ouais, c'est intéressant, je trouve, de savoir ça. Ouais, au niveau du pays de manière globale, je pense qu'il y a un peu une impression de sa carrière un peu dommage. On a l'impression qu'il aurait pu faire mieux, qu'il aurait pu aller chercher plus. Je sais bien que quand il était, je crois que c'est quand il était au Zénith, il devait signer à la Juventus. Euh, il était dans les bureaux à Turin pour signer, et puis finalement il y a eu des retards de papier. Et voilà, c'était le dernier jour du mercato et ça s'est pas fait. Et je pense qu'après ça, il part en Chine. Euh, et tout le monde pense que s'il signe à la Juventus, à ce moment-là, on critiquait la Russie, mais ça restait quand même un bon championnat avec des équipes qui faisaient quand même des parcours européens intéressants. C'était pas l'Arabie Saoudite ou même la Chine. Donc on se dit, s'il avait pu aller à la Juventus, il aurait pu faire une plus grande carrière. Et avec le talent qu'il a, peut-être arriver à l'Atlético Madrid ou à Dortmund plus tôt et avoir un rôle beaucoup plus important dans des clubs comme ça. Et après, au niveau plutôt liégeois, d'où il est originaire, au Standard, c'est une légende. C'est un joueur qui est adulé. Tout le monde rêvait qu'il revienne au Standard pour finir sa carrière. Mais il le fera jamais parce que je pense que le niveau du Standard est tel qu'il n'a pas envie d'aller se mettre dans un bourbier tel. Et comme c'est un des jeunes du club qui a aidé à reprendre le titre après 25 ans, c'est vraiment une des légendes du club. Et on l'a vu aussi quelquefois porter le brassard avec les Diables Rouges. Euh, Est-ce que c'est un leader aussi vocal? Enfin, je veux dire, il s'affirme comment en termes de personnalité avec la sélection? Oui, je pense que c'est un joueur qui a un certain leadership. C'est peut-être pas le mec qui va gueuler le plus, comme peut être par exemple voilà, Lukaku qui est beaucoup plus vocal. Euh, mais il va parler plus que Kevin De Bruyne, par exemple. Euh, il va être beaucoup plus dans la motivation de ses équipiers. On le voyait souvent, je me souviens même au Standard, etc., gueuler gentiment pour dire allez, on y va, avec De Four, avec Fellaini, etc. Et avec les Diables, c'est un peu pareil. Euh, c'est un leader sans être non plus un dictateur, entre guillemets. Et Grégory, toi, du côté de Gérone, est-ce que il s'est affirmé même euh, sur une saison comme étant un leader vocal Leader automatiquement, parce que quand tu arrives de l'Atlético Madrid dans un petit club, parce on reste un petit club, même si on venait de jouer de la Ligue des Champions, etc., pour la première fois, voir un joueur comme ça arriver, automatiquement, ça fait de lui un leader. Et moi, j'ai été très étonné parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu, ça a été quelqu'un de très humble, mais très, très, très impliqué. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, si on s'était maintenu, devait rester. Il avait une proposition pour rester si on s'était maintenu. T'aurais apprécié qu'il reste? Oui, parce que du coup, vu la saison qu'il a fait, je pense que on aurait dû recruter à son poste aussi. Bon, il aurait été toujours avec Fran Beltran. On aurait recruté quelqu'un d'autre justement pour l'aider peut-être sur sa saison parce que il prend un an de plus. Mais oui, je pense que tous les supporters auraient aimé qu'il reste. D'ailleurs, je pense que même en descendant, on a tenté le coup, mais c'était impossible en D2 de le faire jouer. C'est comme tu as dit Julien, ça aurait été un bourbier pour lui, surtout si on remonte pas directement, etc. Donc, non, si on était resté en Liga, je pense qu'il serait resté parce qu'il s'est bien plu aussi dans la région. Donc, du coup, je pense qu'il se plaira aussi à Nice, puisque niveau région, on est un petit peu similaire. Et ouais, voilà, c'est un leader qui a fait de très bonnes choses cette saison. En tout cas, il avait Le petit cla- également une autre proposition. Vas-y, Julien, je t'en prie, excuse-moi. Moi, je disais pour le petit clin d'œil, il avait une maison sur la Côte d'Azur qu'il vient de vendre. Pourquoi pas après tout, hein. Là, merci la Chine et merci la Russie. Mais il avait également des propositions, notamment une du FC Séville, qui était venue peut-être dans un second temps que celle de l'OGC Nice. Et, apparemment, Séville aurait proposé même un salaire plus conséquent que celui qu'il touche actuellement, parce que maintenant, voilà, la grille salariale est régie voilà, maximum d'un certain montant. Il s'y est intégré dedans. Donc c'est vrai que pour le coup,
C'est intéressant, bon, vous parlez de son professionnalisme, de le voir en fait s'intégrer dans un projet, parce que bon, faut pas oublier non plus la saison de l'OGC Nice de l'année dernière, très compliqué, tu joues les barrages pour rester en Ligue 1, et tu vois en fait un joueur qui, voilà, est un joueur, on va pas dire aujourd'hui top joueur monde, mais qui est une référence. On va dire, tu parles à n'importe qui, je pense, suiveur de football, on sait qui est Axel Witsel, on connaît à peu près son parcours. Il a joué 4 non, 4 Coupes du Monde. Non, pas La Coupe autant. du Si, Monde. 4 Coupes Ouais, du ouais. Monde, il a joué plusieurs championnats d'Europe. Bon, ce qui me fait poser la question, quel est votre ressenti, messieurs, par rapport au transfert? Je rappelle quand même que c'est une arrivée libre. Il signe donc un an plus un an, et puis il vient aussi compenser une longue blessure, celle de Laurent Bergel, qui s'est fait les croisés en préparation. Euh, Quel est votre ressenti? Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que vous pensez que le mariage va être beau? Est-ce que ça va être infructueux? Grégory, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça m'étonne pas parce qu'il avait déjà fait ce genre de pari, mine de rien, en arrivant chez nous. Il savait pas trop où il arrivait. Euh, Après, peut-être qu'au niveau du coach, bon, il connaissait quand même le coach que l'on avait, ce qu'il avait fait, il était déjà en place depuis plusieurs années. Là, c'est différent avec Pantaloni qui vient d'arriver, effectivement. Non, non, ce que je disais, voilà, c'est un peu le même style de pari. Et ça m'étonne pas, il avait déjà signé un an plus un an chez nous, donc c'est sa fameuse Ouais. année en option activer si on était maintenu. Et après, à Nice, oui, je pense que ça peut le faire de toute façon, parce que de par son expérience, sa technique, etc., dans une Ligue 1, je pense qu'il va faire de bonnes choses. Je pense que ça va matcher. En tout cas, il avait confié que, avant de signer à l'Atlético, il avait été approché par le directeur sportif de l'époque. Je pense que c'était Florent Ghisolfi, il y avait même eu un rendez-vous qui avait eu lieu à Düsseldorf pour justement engager des négociations. Mais bon, il aura fait le choix de l'Atlético, hein. Comment ne pas le comprendre finalement, mais voilà. Julien, t'as ressenti un peu par rapport au deal Witsel à l'OGC Nice? Ouais, je pense que s'il vient aussi à Nice, c'est qu'il se dit qu'il peut encore jouer. Peut-être qu'à Séville, on lui proposait, on lui disait, on lui assurait pas une place de titulaire. Hmm. Qu'à Nice, il se dit, j'ai peut-être plus de chances de continuer à jouer, de pouvoir être disponible pour les Diables Rouges. Parce que ça, il a dit aussi qu'il ne ferait plus la même erreur de dire j'arrête. Donc je crois qu'il sera, jusqu'à la fin de sa carrière, il sera disponible. Et puis il se dit aussi, finalement, si Dante l'a fait jusqu'à 42 ans, pourquoi pas moi, il en a parlé, ils ont joué ensemble au Standard. Donc il se dit, si finalement un gars comme lui est capable de jouer jusqu'à cet âge-là, avec le professionnalisme que j'ai, pourquoi pas moi aussi. Et oui, je pense qu'il peut encore jouer quelques années à un bon niveau si le physique tient. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en plus par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Moi, de mon côté, le tour a été fait par rapport aux éléments. Je vous laisse le mot de la fin si vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à ce numéro de présentation sur Witzel. Bon, c'est bon. Non, c'est bon, Grégory? Pas plus, on va juste souhaiter bonne chance à Witzel et à l'OGC Nice, du coup, et en espérant, comme on a dit, que ça matche bien. Ouais, bah écoutez, en tout cas, merci à vous pour votre temps et pour tous ces éléments voilà, qui nous permettent de se mettre en condition avant les débuts officiels de Witzel. Alors, ce sera sûrement pas ce week-end, mais donc le prochain, je crois que c'est un déplacement au PFC. Je n'ai pas le calendrier sous les yeux. Mais en tout cas, merci à tous les deux, les gars, Grégory et Julien, pour votre venue dans l'émission. On vous souhaite eh bien plein de bonnes choses dans vos projets respectifs en lien avec le football ou pas. Et puis nous, on se retrouve très vite, auditeurs, auditrices eh bien, du Club Pancho. N'hésitez pas eh bien, à vous abonner, à soutenir eh bien, ce numéro. Et on se dit à très vite. Bye Eta et Issa Nissa. Ciao, ciao.